bienvenue Aurélien Ramini de la part des cahiers pédagogiques. Nous avons le plaisir de partager avec toi à propos d'une contribution que tu viens de faire dans le dernier numéro, Racisme au pluriel avec S et école. Tu as aussi écrit deux ouvrages, Du racisme et des jeunes, témoignages de profs et paroles d'élèves, avec une préface de François Dubé. Et tout dernièrement, un ouvrage qui s'intitule La classe fracturée, racisme et ségrégation spontanée dans un lycée pro. Donc, raconte-nous ce que tu as écrit dans les cahiers pédagogiques pour nous donner envie de te découvrir très, très prochainement. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureux de participer à ce webinaire. Alors, j'ai une approche, on va dire, de terrain d'abord. J'ai mené des enquêtes dans des établissements de mon académie dans le cadre d'un partenariat avec la plateforme internationale sur le racisme et l'antisémitisme, dirigée par Michel Vivorca et Philippe Portier. Je me suis attaché pour ma part à partir des représentations des élèves, de partir de ce que font les professeurs sur le terrain. Et cette enquête, à l'origine, avait pour objectif de mettre en lumière les difficultés, mais aussi les réussites des actions menées par soit des collègues, soit des militants associatifs dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme à l'école. Alors la difficulté quand on travaille sur le racisme, comme on l'a dit, c'est d'abord de travailler sur un concept problème. Et la notion de racisme elle-même est difficile à préciser. Alors les enseignants disposent, dans le cadre de leur pratique, d'un vadémécum mis à disposition par l'Éducation nationale, qui propose une définition assez large du racisme. Définit le racisme comme une attitude d'hostilité qui va du mépris jusqu'à la haine, la violence, à l'égard d'un groupe humain défini sur une base ethnique, raciale, entre guillemets, religieuse, réelle ou supposée, et qui se traduit par des pratiques, par des comportements, par des discours. Mais cette première définition qui est maniable, qui permet au quotidien d'identifier une situation, un incident, ne met pas en lumière ce qui est à mon avis essentiel pour lutter contre le racisme, à savoir ses causes et ses raisons. Et il s'est avéré au fur et à mesure des entretiens de terrain qu'il était nécessaire de mettre en lumière quelles sont les causes et les raisons qui permettent d'expliquer et de comprendre une attitude raciste. Alors attention, hein, expliquer, comprendre, ça ne veut pas dire justifier du tout. Mettre en évidence des causes ou des raisons, c'est pour mieux lutter contre le racisme. Et en travaillant sur les causes et les raisons, j'ai été amené à opérer une distinction que je présente justement dans l'article des cahiers pédagogiques entre un racisme de type représentationnel et un racisme de type interactionnel. Ces deux perspectives qui se complètent mettent en lumière deux dimensions, pourrait-on dire, du racisme. Une attitude raciste vient soit des représentations que l'individu a, c'est-à-dire des idées qu'il a, qui peuvent être plus ou moins élaborées, ça peut aller du préjugé à une idéologie robuste et constituée, ou, autre cas de figure, ça peut être davantage une forme de violence interactionnelle qui va bien sûr relever du racisme dans le sens où on va avoir des formes d'hostilité à l'égard de groupes, de généralisation de comportements, mais qui se font souvent en l'absence d'une théorie réellement constituée. Et ces deux dimensions du racisme, en réalité, sont poreuses. On a telles interactions parce qu'on a telle représentation, on a telle représentation parce qu'on a eu telles interactions. Néanmoins, il me semble important de distinguer ces deux dimensions dans la mesure où l'une relève davantage du travail sur les représentations et les idées, alors que l'autre relève d'un type de travail sensiblement différent parce qu'il s'agit de créer d'autres types d'expériences, d'autres types de relations entre les élèves. Voilà. Pour ce racisme de type interactionnel, auquel je consacre une bonne partie de l'article, consiste à dire qu'il repose sur certaines représentations racialisées du social. Il y a les blancs, les arabes, les noirs. Mais ces représentations en elles-mêmes ne sont pas racistes pour les élèves dans la mesure où il s'agit de cartographier leur réalité sociale. Ils sont assez spontanément dans ce type de discours
qui ne leur pose pas problème, là où justement ça devrait peut-être déjà poser un peu de problème. Mais néanmoins, quand on travaille sur la question justement du racisme, on se rend compte que les interactions racistes commencent lorsque les interactions sont conflictuelles, lorsque des clivages latents deviennent des accusations racistes réciproques. Ce qui conduit finalement à penser ce racisme de type interactionnel dans un rapport d'engendrement mutuel. La colère des uns en voyant au ressentiment des autres, dans une espèce de spirale où les élèves sont pris, et spirale qui s'accélère lorsqu'ils se retrouvent dans des situations socio-économiques où s'exacerbent des luttes de concurrence entre les élèves. Et ces clivages latents qui opèrent dans les cours d'école, dans les abris de bus, dans les cantines, des groupes finalement qui ne se parlent plus vraiment, qui ne sont pas dans le même délire, comme me disent certains élèves, deviennent en conflit réciproque, mais pour des raisons qui bien souvent ne relèvent pas tant de l'idéologie que de rivalité, à la fois adolescente, mais aussi liée à des perspectives sociales. Ce qui m'amène finalement, en distinguant ces deux types d'approches, à la fois de circonscrire le travail de l'école et en même temps de donner des pistes. Alors, circonscrire le travail de l'école pour dire que finalement, l'école ne peut pas tout. Car malheureusement, ces représentations sont portées par des structures puissantes telles que la famille, telles que les médias, mais l'école, là, est dans son rôle de contre-discours, contre, bien sûr, des représentations vis-à-vis de l'autre, d'une altérité radicale, mais aussi des représentations peut-être plus diffuses qui interviennent au niveau d'une histoire longue. Ça, c'est vraiment le travail de l'école, de déconstruire ces préjugés. Sur le racisme interactionnel, c'est plus compliqué, comme je l'explique, dans la mesure où l'école n'est pas un sanctuaire, malheureusement. Et au sein de l'école, on retrouve des lignes de fracture qui traversent notre société. Alors que peut l'école vient brasser les élèves, s'efforcer de les amener à délibérer collectivement, finalement d'être davantage démocratique et réussir finalement à ne pas mettre sous le tapis tous ces clivages latents qui traversent notre société. Et l'école est peut-être un des derniers lieux de brassage pour permettre justement à des élèves qui ne s'entendent plus vraiment eh bien, de vider parfois un certain nombre de querelles, de débats, de contentieux. J'ai réalisé la classe fracturée, le dernier ouvrage, en collaboration avec Chloé Santoro, qui est spécialiste de la démocratie délibérative et qui, justement, dans les réponses à apporter, met en lumière l'importance de retravailler des lieux, non pas où il n'y aurait plus de conflits, mais où les conflits peuvent s'exprimer. Et il nous a semblé essentiel, hein, c'est de lutter sur un double front. Si on lutte contre les représentations, il faut aussi lutter pour qu'il y ait d'autres interactions et ces interactions aussi seront meilleures si on a travaillé en amont sur les représentations. Donc l'idée, c'est que si l'on travaille que sur les représentations, la moindre interaction conflictuelle va reconflictualiser les représentations. Et inversement, si on travaille les représentations sans jamais mélanger les élèves, sans jamais leur apprendre à finalement à revivre ensemble, eh bien tout ce travail sur les représentations va se heurter à la réalité du ghetto scolaire, comme l'évoquait François Dubé. Donc voilà plus ou moins ma perspective. Alors j'ai laissé de côté une troisième approche, on trouve de beaux exemples dans ce numéro des cahiers, à savoir un racisme, on va dire, structurel, c'est-à-dire qui relève d'une approche macro-sociologique. Alors c'est une autre échelle, hein, ce n'est pas la mienne, mais j'ai, disons, l'intuition qu'il faut réussir finalement à faire converger des approches macro-sociologiques, des approches de terrain qui me semblent moins s'opposer finalement que d'éclairer différentes strates d'une réalité, somme toute, quand même très complexe. Comme tu le sais, dans les cahiers pédagogiques, le lecteur ou la lectrice peut trouver aussi des dessins qui évoquent les idées parfois très complexes et compliquées que nous essayons en fait d'analyser ensemble autour de l'école. Et nous avons choisi et nous t'avons aussi soumis un dessin. Euh, pour toi, qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça dit de la question du racisme? Donc, c'est un dessin qui est très intéressant parce qu'il révèle, je crois, le profond malaise de certains professeurs face à certaines accusations de racisme. Parce on le traite dans le dessin comme justement une question psychologique personnelle. Et on va en faire finalement un problème qui serait lié à
la manière dont l'individu a reçu une souffrance. Et il me semble justement qu'il pointe une limite de notre système actuel où ce genre d'accusation ne peut pas faire l'objet d'un débat collectif entre les collègues. Et au lieu d'aller voir peut-être un psychanalyste, de traiter cela comme une affaire privée, il aurait fallu peut-être en parler avec les collègues et échanger sur les raisons qui ont expliqué finalement telle ou telle accusation d'élève. Et justement, là, dans la classe fracturée, avec Loïc Santoro, on essayait de mettre en lumière d'abord des interprétations différentes des professeurs. On s'est aperçu finalement que les professeurs n'étaient pas du tout d'accord sur la manière dont ils interprétaient ces accusations. Certains y voyaient une forme de défaillance culturelle, d'autres un prétexte ou un réflexe de défense, d'autres un besoin de reconnaissance de la part d'élèves qui ont subi dans leur histoire familiale un certain nombre de discriminations. Et il me semble finalement que ce dessin pointe peut-être une des limites lorsque l'on parle de racisme, c'est qu'on le subit individuellement et on a un petit peu peur, pour plein de raisons, d'en parler collectivement et d'échanger sur ces questions, d'essayer de confronter les différentes interprétations, sachant que c'est à partir de ces différentes interprétations qu'on pourra peut-être apporter des réponses conjointes et traiter finalement la question du racisme comme une affaire individuelle et non pas collective, peut être un des meilleurs moyens finalement de l'alimenter. Nous nous réjouissons de découvrir ton écrit et les autres écrits dans ce numéro Racisme au pluriel et école. Merci à vous, merci beaucoup.